Atteindre un objectif financier, c'est comme atteindre une oasis dans un désert en fait. Vendredi soir, par contre c'est un petit peu moins drôle. Vendredi soir, j'ai vécu du coup le tremblement de terre ici au Maroc. Franchement, je vais être honnête avec vous, on se sent plutôt petit. On va parler honnêtement. Salariat et entrepreneuriat, c'est le même combat actuellement. La sécurité de l'emploi aujourd'hui, elle n'existe plus du tout. De ballon et de robes longues, tu vois, à côté. Et t'avais des gens qui venaient et qui disaient alors abaya, pas. Je trouve que la Oumma, donc la communauté des musulmans aujourd'hui, elle a la croisée des chemins actuellement. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait. Vers un désert. Un homme. Une femme. Une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double, atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 € par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Comment je vais faire pour atteindre 10 000 € par mois et 10% de body fat dans les prochaines semaines? Exceptionnellement, ce bilan de 2 semaines va couvrir 2 semaines entières, donc 15 jours. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 15 jours? Déjà, faisons un bilan physique rapidement. J'en parle pas beaucoup de l'objectif 10% de body fat, ce qui est un peu normal parce que ça me prend pas tant de temps que ça dans ma journée. Il suffit juste de manger assez de protéines, surveiller mes calories, m'entraîner dur. Et voilà, après à partir de là, j'ai pas grand chose à faire d'autre. Du coup, ça veut dire que l'objectif financier prend beaucoup plus de place dans ma journée, ce qui fait que j'en parle naturellement beaucoup plus. Bon, déjà, il y a 2 semaines, c'était plutôt le rush entre la sortie des vidéos, le taf, etc. Disons que c'était une semaine un peu où je me suis un peu laissé aller. Du coup, j'ai pris un petit peu de poids malheureusement. C'est même pas de l'ordre de 400 grammes, donc c'est pas énorme, on va dire, sur la semaine. Sur la semaine entière, en moyenne, j'ai pris 400 grammes. Donc ce qui est pas énorme. Et du coup, cette semaine, je me rattrape plutôt bien, puisque je redescends du coup à presque 500 grammes, du coup, de perte de poids. Donc ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Bon, encore une fois, je suis sur une super bonne lancée. Je commence à peu près le mois de septembre sur un body fat entre 20 et 21%. Donc c'est super. Et donc du coup, ça va faire aussi le lien avec la prochaine partie, donc la partie financière. Je me lance un défi, c'est atteindre 15% de body fat dans 90 jours. Donc du coup, en décembre, je ferai un point. Et on verra si j'ai atteint 15% de body fat d'ici septembre. Du coup, d'un point de vue financier, après avoir tourné la vidéo où j'annonce que je vais faire 10 000 € par mois dans les prochaines semaines, c'était un sacré truc pour moi, c'est un gros objectif pour moi. En vrai, comme je le disais dans la vidéo, c'est encore un peu gros pour moi, 10 000 €. Du coup, j'ai essayé de découper cet objectif en plusieurs petites étapes. Et le premier palier de cet objectif, il est simple, c'est atteindre 2 000 € par mois de revenus dans les 90 prochains jours. Pour être honnête avec vous, moi, il me faut environ 1 200 € pour vivre ici au Maroc. 1 500 € pour ne pas me priver, c'est-à-dire moi, j'ai des besoins vraiment très simples. Déjà, dans les 2 200 €, il y a un budget loisir que je comptabilise dedans. Mais avec 1 500, disons que je peux faire un peu ce que je veux, vraiment ce que je veux. Et notamment mettre un petit peu de côté tous les mois. Déjà que c'est le cas en plus avec mes 1 200 €, je peux mettre un peu de côté. Pas énorme, mais je peux mettre. Et le dernier palier qui est du coup 2 000 €. Et du coup, 2 000 € pourquoi? Parce que ça me permettrait de vivre normalement avec une autre personne. Enfin, bon, vous avez compris, regardez la dernière vidéo, c'est expliquer pourquoi je prends ça en compte. Et du coup, forcément, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire dans les 90 prochains jours pour atteindre ce premier palier de 2 000 € par mois et 15% de body fat? Bon, pour les 15% de body fat, je vous ai déjà expliqué, pas besoin de reprendre là-dessus, je pense que vous avez compris. Protéines, contrôle des calories, s'entraîner dur. À partir de là, ça devrait passer. Donc pour la partie financière, par contre, je me suis dit très rapidement, réflexe un peu d'employé, je me suis dit, il faut que je trouve un taf à 2 000 €. Mais il faut pas oublier que mon objectif final, il est 10 000 €. Et perso, je connais pas beaucoup de métiers qui payent ce salaire-là, 10 000 € par mois, sans avoir des années d'expérience ou un piston ou ce genre de truc. Donc je suis arrivé très naturellement à la conclusion qu'il fallait monter un business. Et c'est logique. Quand tu es employé, à un moment, ton patron, il peut te dire, non, tu toucheras pas plus, du coup, il faut partir dans une autre boîte, du coup, il faut se prouver. Bref, je pense que toutes les personnes qui sont employées voient très très bien de quoi je parle. Et en fait, il suffit de regarder les personnes les plus riches au monde. C'est rarement des employés.
C'est ça que j'essaye de dire. Ça m'a amené à une autre question, et cette question c'est quel business je dois lancer? Alors cette question, j'aimerais bien la décomposer en deux parties. Donc déjà, il y a quel business, qui insinue qu'en fait, il y a plusieurs types de business, et je dois lancer, qui sous-entend qu'il y a des business qui conviennent plus qu'à d'autres en fonction de la personne. Et c'est intéressant parce que ça sous-entend surtout que pour chacun d'entre nous, il y a potentiellement un type de business qui nous correspond le mieux. Donc il y a des gens, ça va être par exemple la franchise, il y a des gens, ça va être de monter un restaurant, il y a des gens, ça sera le freelancing. Je parle pas d'idée de business, c'est pas ça que je parle de typologie de business, ce qui est très différent, et on pourrait l'apparenter à un terme qui s'appelle le business model. Faut pas oublier que j'ai mes notes, là encore une fois, et en plus de ça, j'ai fait une nuit blanche parce que tout simplement en fait j'ai mangé chez ma grand-mère et l'erreur, elle m'a servi mon plat préféré qui s'appelle la fessa et j'ai tellement mangé qu'en fait j'ai pas réussi à dormir quoi, et ce qui fait que je suis un peu dans les vapes là, ce qui est un peu normal parce que j'ai pas dormi encore. On revient à nos moutons et on repart sur ChatGPT. Du coup je me suis servi de ChatGPT pour cette introspection et cette analyse. Pas rentrer dans le détail du prompt que j'ai créé qui m'a permis de faire cette introspection. Je vous le mets en description directement, donc n'hésitez pas à le checker et à l'utiliser bien sûr, c'est pas pour rien que je le mets là. En gros j'ai positionné ChatGPT comme si c'était un coach spécialiste de ce genre de questions, d'essayer de trouver un business model qui correspond mieux à la personne. Et j'ai fait en sorte surtout que ce soit une question-réponse afin qu'il puisse poser un diagnostic précis sur qui je suis, sur ma situation actuelle, mes valeurs, mes objectifs, mes contraintes et surtout mes forces. Pour avoir un résumé de ma situation actuelle, je vous renvoie à la vidéo précédente, donc celle que j'ai fait la semaine dernière. Mes valeurs, voilà. J'ai pas besoin d'en parler, c'est sur mon visage quoi. Pour mes objectifs et mes contraintes, mon premier objectif c'est vraiment de me constituer un revenu de survie, que j'appelle de survie, qui serait de minimum 1200 € on va dire. Après ensuite ça serait de me constituer une épargne de sécurité, ce qui me permettra de me reposer un peu, commencer à investir tout simplement. Et mes contraintes elles sont assez simples, c'est que j'aimerais avoir un business que je pourrais monter à côté de mon travail, que je pourrais générer environ 2 à 2000 € par mois dans 90 jours, ce qui est normal, facilement scalable jusqu'à 10 000 €, ça je vous expliquerai pour une autre fois, répond à un problème douloureux, urgent, reconnu et solvable, peut-être optimisé à minimum 70% à terme, ce qui me permettrait d'avoir une machine à argent tout simplement, que je peux développer n'importe où dans le monde pour avoir la liberté géographique, qui nécessite des frais de départ minuscules parce que j'ai pas trop d'argent à mettre dedans, et que je pourrais revendre très cher une fois développé si je veux me barrer et faire un exit. Dans ce type de business, voilà à la fin ce qu'il m'a proposé ChatGPT. Je vous montre pas les autres qui sont là, mais en gros voilà c'est les deux types de business qu'il m'a proposé. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait il me propose en fait le chemin assez basique que suivent tous les entrepreneurs du digital. En général tous les entrepreneurs du digital commencent employés ou en freelance directement parce qu'ils ont un peu plus de couilles on va dire. Puis ils montent une agence en général. C'est souvent ça, tu vois, ils montent une agence de service sur leur domaine d'expertise. En général, ils vendent une formation pour t'apprendre à être comme eux. Enfin, essayer de rentrer dans la Champions League de l'entrepreneuriat, qui est la création de SaaS. Voilà, c'est un peu le haut du panier, on va dire. Ou le private equity, qui est genre l'investissement un peu high level. Et parfois, il y en a certains qui font même les deux. Et ça, c'est les meilleurs, c'est le top du top. Et c'est plutôt rassurant parce que je me dis que je suis pas seul, tout simplement. Et que je pourrais en fait me raccrocher à des références qui, eux, ont passé ce baptême du feu, un peu, on va dire. Parce que quand on y pense, atteindre un objectif financier, c'est comme atteindre une oasis dans un désert, en fait. Quand on y pense. Il faut une carte qui te montre étape par étape des indices qui te permettront d'atteindre l'oasis. Il te faut un 4x4 que tu sais manœuvrer parfaitement, donc un 4x4 qui est totalement adapté à tes besoins. Un moteur assez puissant qui te permettra de sortir du sable quand tu es embourbé. Et du fuel, du carburant assez performant pour que tu puisses ne pas tomber en rade en plein milieu du désert. La carte, je l'ai déjà à peu près, on va dire. Ça va être ma capacité d'introspection, ça va être les plans que j'ai mis en place, comme je vous ai montré là. Ça peut être les conseils que je peux récupérer des gens qui sont déjà passés par là, en fait. Ça peut être aussi des frameworks qui me permettent de mieux travailler, ou des phrases qui sont, voilà, qui tapent dans la tête et qui permettent de se rappeler des principes fondamentaux, en fait, du business de manière générale, ou des expériences professionnelles. Disons que j'ai un semblant de carte. Et ce qui est encore mieux aujourd'hui, et ça je trouve ça incroyable, c'est que on doit plus s'adapter à la carte, c'est la carte qui s'adapte à nous. T'as compris, négro. Et en fait, cette carte, elle peut se résumer en une phrase. Il donne à la société ce qu'elle désire ardemment, mais ne sait pas encore obtenir à grande échelle. Cette phrase, vous allez me dire, elle veut tout et rien dire. Mais en fait, c'est la beauté du truc. Cette phrase, c'est la carte universelle pour tous ceux qui ont des objectifs financiers. Après, le comment entre les deux, entre ta position à toi, donner à la société ce qu'elle désire ardemment, mais ne sait pas encore obtenir à grande échelle, en fait, c'est à toi de voir, en fait, ça doit s'adapter à toi, en fait. Le 4x4, c'est ton business model qui doit être sur mesure sur qui tu es et ce que tu veux. Le moteur, c'est ce que tu donnes à la société. En quelque sorte, c'est ton offre. Et ton carburant, c'est ce qui te permet d'alimenter ton moteur. Et du coup, ton offre. Et du coup, ton business. Et en gros, le carburant dans le business, c'est les clients. Donc maintenant, j'ai une carte, j'ai un véhicule financier. Il me manque quoi? Une offre et des clients. Ne partons pas trop vite en besogne. Essayons de construire une offre qui se doit d'être la plus puissante possible, on va dire, et qui en fait va me sortir tout simplement de ce mode survie en fait dans lequel je suis actuellement. J'ai une idée assez vague de ce qu'est une offre. On comprend à peu près que c'est super important. C'est un point qu'on doit pas
on doit pas se tromper sur l'offre. Parce que l'offre, en fait, en quelque sorte, elle détermine qui tu es, comment tu te positionnes par rapport à ton marché. Et en gros, elle va déterminer combien tu gagnes, elle va déterminer la facilité à exécuter ton offre, ça va déterminer la qualité de ta clientèle, forcément. Et du coup, en fait, en quelque sorte, ton offre, elle est directement corrélée à la réussite de ton business. Bref, ton offre, c'est ce qui te permettra d'être dans un marché florissant, c'est ce qui te permettra d'être bien payé. Bref, l'offre, c'est ton business. Et du coup, je comprends parfaitement. Une offre, c'est un point qui est juste essentiel et que je dois surtout pas me rater dessus. Et du coup, ma question dans les prochaines semaines, elle est assez simple, c'est comment construire une offre tellement irrésistible que dire non serait une folie. Et du coup, ça va, qu'est-ce qu'une offre, etc. Ça va lancer plein de débats et je pense que dans les prochaines semaines, ça va être super intéressant. Et ça va être du coup cette question-là. Et quand j'aurai ça, je vais du coup exécuter pour aller chercher des clients. Donc on verra bien. Donc là, dans les prochaines semaines, on se concentre sur créer une offre irrésistible. Cette semaine au travail, bon, il y a eu des petits soucis par-ci par-là. Notre paiement du salaire, il a frôlé l'égalité en termes de retard. Apparemment, c'est à cause d'un problème de fonds de roulement. Les clients, parce que je suis dans une agence marketing, ce qui fait que les clients ne payent pas parce qu'ils ne payent pas. Donc niveau santé financière de la boîte, on n'est pas au max, tu vois. Il y a un collègue à moi qui mérite vraiment une augmentation, on l'a pas reçu. Et il y a un autre, le patron lui envoie des comptes à gérer qui sont juste infernal et en fait il lui remet la faute dessus, ce qui fait que le frérot il va peut-être être viré à cause de ça. L'environnement de travail qu'on m'a vendu étant super cool, peace, etc. commence à devenir tout doucement un cauchemar pour moi et mes collègues de travail, tu vois. Concernant moi, mon travail à moi, les directives changent beaucoup. Donc un jour on peut me dire quelque chose, non, on va me dire l'inverse et 3 jours plus tard on va revenir sur ce qu'ils ont dit au tout début, fait que c'est un peu chiant, on n'avance pas. Moi je me protège en consignant tout le travail que je fais de A à Z, comme ça je leur laisse même pas un argument pour dire que je travaille pas. C'est-à-dire qu'on a toujours pas commencé à prospecter pour aller faire les 3 clauses qu'ils m'ont demandé, ce qui fait que en fait là les 3 clauses pour septembre c'est hyper chaud là, en fait. On va pas le faire en fait. Clairement là actuellement, là je pense qu'on est sûr et certain sur le fait qu'on va pas faire des clauses en septembre. Si vous vous rappelez de ma vidéo de la dernière fois, il y avait 3 scénarios qui étaient possibles. Donc l'un des scénarios était que je quitte mon job et que je trouve un travail ici, ou je monte une activité ici au Maroc depuis le Maroc. En quelque sorte, j'évite de rentrer en France. Et du coup, ma famille, en voyant ma vidéo de la semaine dernière, m'ont contacté. Ils m'ont dit que si je devais rentrer en France, c'est ok, il n'y a pas de souci, je dois pas m'inquiéter là-dessus. Si je perds mon job en fin de mois, je pense que je vais rentrer directement en France parce que c'est plus rentable pour moi. Moi, je me rends compte de pas mal de choses qui me font un peu peur. Ça fait 3 semaines que je postule dans des offres d'emploi où en France, je sais qu'on m'aurait appelé dans la minute. Et en plus de ça, si je trouve un nouveau taf, ce sera forcément pire que ce que je suis actuellement. Parce que là, il faut savoir que dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, c'est genre le top 1% de ce qu'on peut avoir au Maroc. Ensuite, beaucoup m'ont contacté au sujet de ma situation financière par rapport à ma vidéo de la semaine dernière pour me demander si c'était vraiment la hesse pour moi et tout, etc. Donc j'ai peut-être dû mal m'exprimer sur certains points. Je tiens à vous rassurer, j'ai largement de quoi me payer par exemple le PC que je compte m'acheter. Je suis déjà en train de chercher, etc. Donc ça risque de se faire dans les prochaines semaines. Ce que je veux pas par contre, c'est me ruiner. Voilà. Et actuellement, je gagne environ 2 000 € mensuellement grâce à diverses sources de revenus, dont mon salaire de 12 000 dirhams à peu près. Une autre source de revenus, bon, si vous n'êtes pas trop con, vous savez de quoi je parle, ce qui veut dire que techniquement, j'ai déjà atteint mon objectif de 2 000 € par mois. Mais en fin septembre, je risque de perdre mon taf, ce qui fait que je vais devoir m'acheter un nouveau PC, ce qui fait que je vais devoir prendre un billet retour, plus la réinstallation en France, etc. Enfin bref, je pense que vous avez compris qu'il va y avoir des frais quoi qu'il arrive, ce qui fait que même si je rentre chez mes parents, j'ai pas envie de perdre ces sous, surtout que je les ai durement gagnés pour les mettre de côté, etc. Et pour revenir, beaucoup de personnes me disent alors tu vas faire quoi des 3 scénarios. C'est seulement en fin septembre que je prendrai une décision. Parce que ça va dépendre de mes patrons. S'ils me gardent, moi je reste au Maroc. S'ils me gardent pas, je rentre directement en France. Donc ça sert à rien de me demander si je vais rester. Je sais pas du tout. Moi-même, je sais pas comment ça va se passer. Voilà. Donc je vous dis fin septembre, on prendra une décision tous ensemble, même si vous voulez. Et si je reviens, je pense que je ferai 2 choses. Bon, la première, ce sera monter le projet Auriga, monter un business, etc. Et la deuxième, c'est automatiser en fait un système qui me permettra de postuler à des offres. Donc ça veut dire des tafs en télétravail, en full remote partout dans le monde, très bien payés. Voilà. Donc je vais postuler du coup à ces postes et si je peux me gratter 2000, 2500 € en étant employé et dans un job où je peux faire, en fait monter ma boîte sur le côté, je vais pas cracher dessus. Donc il y a peut-être même limite moyen que je reprenne un CDI dans les prochains mois, donc on verra bien. Mais gardez bien en tête que vraiment mon but final c'est de monter un business et dans les 90 jours, si par exemple je peux arriver à faire 2 000 € par mois par mon business, je pense pas que je vais postuler et aller voir dans un CDI, à part si c'est vraiment un truc parfait qui me permet de monter mon business à côté. Pas cracher dessus si c'est vraiment un CDI donné à 2 000 €, tu vois, je vais pas cracher dessus, quoi. Enfin, la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos courtes, etc. sur TikTok, comme je l'avais pu le faire pour le voyage retour Morocco. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et faut savoir que, en fait, il y a 3 ans, j'avais monté un TikTok rapide. Mes potes s'en souviendront. Et j'avais eu un joli succès. Ça veut dire j'avais facilement eu 500 abonnés rapidement en 3-4 vidéos. Et je me suis dit, on va faire la même, tu vois. Et franchement, c'est chaud. C'est chaud maintenant de percer sur TikTok. J'ai fait des tests cette semaine du coup. Je pensais que j'allais faire mes 1000 premiers abonnés très rapidement, etc. Et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je crois que j'ai même pas dépassé les 100 abonnés. J'ai donc pris du recul un peu.
Et je me suis demandé, en fait, c'est quoi le but d'une plateforme comme TikTok? Le but d'une plateforme comme TikTok, c'est de te garder sur la plateforme. Donc en fait, dans les prochaines semaines, je vais essayer de travailler un peu plus ma formule de création de vidéos pour créer un truc qui soit dans la rétention pure. Dès que j'aurai trouvé cette formule, je pense que je vous la partagerai pour toutes les personnes qui veulent monter un TikTok. Donc je me rajoute en plus de ça un mini défi. J'aimerais bien avoir dans les 90 prochains jours 1000 abonnés sur TikTok. Donc je rajoute ça à 15% de body fat, 2000 € par mois et la prépa pour faire la traversée du Maroc, plus les vidéos chaque semaine. Donc on va essayer d'arriver à faire ça. On va essayer d'arriver à faire ça parce que j'aime beaucoup faire du contenu. Franchement, pour le coup, j'aime bien faire ça. Donc je vais pas m'arrêter là et je vais essayer de faire le mal. Alors qu'est-ce que je retiens de cette semaine en dehors du projet Ouria? En vrai, on va parler honnêtement, salariat et entrepreneuriat, c'est le même combat actuellement. La sécurité de l'emploi aujourd'hui, elle n'existe plus du tout. Ça, c'est une illusion qu'il faut s'enlever. Quand je vois que même les fonctionnaires en France, on supprime des emplois de fonctionnaires aujourd'hui en France, c'est chaud, quoi. Vous imaginez, c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'était le travail à vie, quoi. À l'époque de nos parents, c'était quand tu étais fonctionnaire, tu avais du travail à vie. C'était le seul type de job dans le monde où tu pouvais t'arrêter 5 ans et revenir au même poste, au même salaire. C'est un truc de fou. Et genre, même ça, même cette particularité française, ils sont en train de la tuer. Donc du coup, en vrai, quand tu y penses, monter un business, c'est ultra rentable, en fait. C'est ultra rentable de monter un business. Encore une fois, pour un mec qui veut se mettre bien financièrement et bien gagner sa vie. Ça, encore une fois, on revient. Vendredi soir, ça par contre, c'est un petit peu moins drôle. Vendredi soir, j'ai vécu du coup le tremblement de terre ici au Maroc. Franchement, je vais être honnête avec vous, on se sent plutôt petit quand ça arrive. C'est vraiment pas drôle comme sensation. Ça rend super humble et on se rend compte qu'en fait, à tout moment, tu peux tout perdre, quoi. Et du coup, c'est pas ouf comme sensation. Je vais pas te mentir, ça rend encore plus humble, on va dire. Moi, ça va bien. Alhamdoulilah, tout va bien. Je suis vivant. Mon appartement va bien. C'est pas le cas pour beaucoup de personnes puisqu'on estime à plus de 1000 personnes les morts qui ont été annoncés du coup pendant ce tremblement de terre. En plus, c'était très proche de la région où j'ai passé mon voyage. Donc, alhamdoulilah, tout le monde va bien là-bas. Toutes les personnes que vous avez vues dans la vidéo normalement vont très bien. Je vous mets un lien en description pour donner une participation pour aider en fait le Maroc actuellement. Et moi de mon côté, je pense que je vais aller donner mon sang. C'est la moindre des choses et que c'est le seul truc que je peux faire là actuellement. C'est assez frustrant, on peut pas faire grand chose, donc c'est la seule chose que j'ai trouvé à faire pour aider. Mais au final, on revient à ce que je disais dans la vidéo Road to Morocco. La solidarité, encore une fois, de voir ce qui se passe ici, c'est troublant. On s'en habitue pas en fait. C'est très bizarre de voir ce genre de comportement solidaire, etc. Et dans la même semaine, il y a eu 5 jeunes qui se sont fait attaquer. Je sais pas si je peux dire ça, par des gardes-corps algériens. Bon, ça a fait scandale ici. En fait, c'est chiant, quoi. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est chiant. C'est un débat qui a sans fin. Faut que l'Algérie et le Maroc se parlent, surtout qu'en plus le roi tend la main. Donc je trouve ça, franchement, ça ni queue ni tête ce conflit en fait. Voilà, Algérien, Marocain, on est pareil, frère. À un moment, faut arrêter. Surtout que moi, je suis Marocain et Algérien de ma mère. Donc, je trouve ça bête, genre. C'est complètement con, genre. C'est une histoire bête où il y a des jeunes qui sont morts dans l'histoire. Je trouve ça complètement con. L'enchaîne de la connerie en ce moment, j'ai l'impression. Un autre sujet, c'est la abaya. La abaya qui a été interdite dans les écoles. Ça a amené à des scènes surréalistes. J'ai vu des trucs de loin un peu. J'ai vu des trucs où t'avais des journalistes qui disaient abaya, pas abaya. Super drôle en fait de voir ça. Enfin, ça me tue, ils mettaient des robes longues et une robe pas longue et 2 robes longues, tu vois, à côté. Et t'avais des gens qui venaient et qui disaient alors abaya, pas abaya. C'est du foutage de gueule, sérieusement. Franchement, c'est fou, quoi. Donc encore une fois, un message qui a été envoyé pour nous les musulmans. Bon, on va pas faire les victimes, hein. Moi, j'ai pas envie de faire la victime parce que moi, je peux comprendre aussi le point de vue d'en face, hein, des Français. Enfin, je suis français aussi, mais je veux dire des Français de manière générale, quoi. Je peux comprendre. Après ce qui s'est passé depuis plusieurs années sur le sol français, je peux comprendre qu'ils aient une certaine réticence sur ce genre de choses, surtout que la France est un État laïque, donc je peux comprendre la logique derrière. Et ça se ressent dans l'interview du président qui fait un rapprochement entre la abaya et l'attentat sur Samuel Paty. Ça en dit long sur l'arrière-pensée qu'a le français moyen en fait aujourd'hui sur les musulmans. Certains diront que c'est de l'hypocrisie, d'autres diront que c'est de la peur, c'est la peur de l'inconnu, donc de l'ignorance. Moi je dirais que c'est un peu de notre faute en quelque sorte, nous les musulmans. Et la seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est jouer les victimes. Voilà, il faut essayer de comprendre dans les deux cas. Faut qu'il y ait un dialogue. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue sur ce sujet. Bon, moi, le fait que je me positionne pas dessus, forcément, en tant que musulman, je pense que ça va me faire taper sur les doigts. Mais moi, je pose ça là. Moi, je pose un truc là pour vous. Peut-être que ça vous aidera à réfléchir. Mais quand on réfléchit, moi, je trouve que la Oumma, donc la communauté des musulmans aujourd'hui, elle a la croisée des chemins actuellement. En vrai, on va soit devenir le souffre-douleur du monde, pour voir ce qui se passe avec les Ouïghours, par exemple, en Chine, un super exemple de ça, ou on va devenir les grands gagnants des prochaines années. Quand je dis grands gagnants, pas de grand remplacement de mon côté, vous inquiétez pas. Les gens vont croire que je suis un putain de... Bref, quand je dis les grands gagnants, c'est qu'on pourrait être un exemple pour les autres.
sans forcément leur forcer la main. C'est ça que j'essaie de dire. Il suffit de regarder en fait le succès de Dubaï. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur Dubaï, il n'y a pas de mauvais côté, etc. Mais Dubaï quand même, faut le dire que quand même Dubaï c'est un sacré succès sur plein de choses. Ça attire des milliers tous les jours, ça attire des millionnaires, quoi. Moi, je trouve ça fou que en fait ce truc est sorti du désert et attire des millions de personnes qui ont de la force financière et qui trouvent en Dubaï quelque chose qui leur convient. Donc je trouve ça super intéressant de voir ça, comment Dubaï fonctionne. Et en fait quand on y réfléchit vraiment, ce qui différencie ces deux types de musulmans en quelque sorte, tu vois, entre les Ouïghours et le Saoudien ou l'Émirati qui construit une ville à partir de nulle part, tu vois. En fait c'est l'argent. En fait, c'est l'argent, tout simplement. Encore une fois, on revient à ce sujet. En fait, c'est fou. C'est fou qu'on se dise ça, mais c'est vraiment ce qui. Il y a plein d'autres choses, hein, sans doute, qui expliquent cette différence. Mais moi, je pense que l'argent est vraiment central dans ça. Parce que je vais vous donner un exemple. La burqa est interdite en France. Voilà, actuellement, on prend une amende si on porte la burqa. Quand une saoudienne, par exemple, va privatiser une grande boutique parisienne, tu vois, de marque de luxe, arrive en burqa au rendez-vous, personne ne lui dit rien. Tu vois. Donc c'est super intéressant de voir ça parce que tu te dis en fait tant que t'as les sous tout va bien en fait. Et alors beaucoup de gens vont dire c'est ça le problème de notre société. Moi je dirais que c'est en fait un problème super simple. Encore une fois revenez à ma vidéo de la dernière fois. L'argent n'est pas rare. Il y a potentiellement de la chance que tout le monde puisse en avoir. Donc, mais il faut pas oublier un truc, c'est comme nous on n'a pas le droit au levier bancaire à cause de riba, donc l'usure, l'intérêt. Il faut qu'on travaille d'une beaucoup plus dur que les autres. Donc ça c'est une chose, nous les musulmans on est vraiment contraints par ça. Et surtout on doit utiliser de nouveaux leviers, donc des leviers qui n'existaient pas avant et qu'on doit utiliser. Et moi j'en ai identifié deux grands leviers qu'on pourrait utiliser nous pour essayer de s'extirper de cette condition et faire un peu la vie qu'on veut en fait tout simplement. Pas l'imposer aux autres, encore une fois je reviens à ça, faut pas imposer les choses aux autres, mais avoir notre vie normale à nous, tranquillement. Le premier c'est la communauté. Dans un monde où les ressources vont devenir de plus en plus rares, que les tensions vont augmenter, le meilleur antidote c'est d'être soudé face à ça, parce qu'il y a ce vieil adage qui existe depuis des années, diviser pour mieux régner, et dans ce contexte de tension, je pense que c'est super important d'avoir une communauté soudée sur laquelle on peut se rattacher. Donc on avance bien sur ce sujet, je trouve. La Oumma fait que voilà, on est tous frères dans le monde musulman. Et c'est en ça que, pour moi personnellement, j'ai toujours été super admiratif de la communauté juive. Je pense que si on est plus malin et on passe les préjugés un peu émotionnels qu'on a tout de suite par rapport à cette communauté, franchement, objectivement, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre d'eux, quoi. Et franchement, moi, je suis assez admiratif de ce qu'ils ont réussi à construire, de leur fonctionnement, etc. Moi, j'essaie vraiment d'apprendre de la communauté juive et je trouve que c'est un bon exemple à suivre sur ce côté communauté. Alors, ça fera chier des millions de gens, ça fera chier beaucoup de gens que je dis ça. Vraiment, je sais, au niveau parce qu'il y a toujours une guéguerre à deux balles par rapport à ça. Moi, je trouve ça bête, encore une fois. Moi, je pense qu'encore une fois, il faut discuter. Voilà, je vais pas rentrer dans quelque chose de polémique, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais dans le monde qui arrive, moi, je pense que les juifs, on a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, désolé de dire ça, mais à un moment, c'est la vérité, quoi. Mesdames et messieurs, marquez bien mes mots. Le meilleur investissement que vous pouvez faire dans les prochaines années, c'est dans la communauté. Alors, communauté, vous mettez le mot ce que vous voulez, elle peut être musulmane, elle peut être laïque, j'en ai rien à foutre. C'est la communauté. C'est vraiment sur ça que tout va se jouer, moi, je pense, dans les prochaines années. Et le deuxième levier, lui, par contre, tout le monde peut y avoir accès. Pour pas grand chose d'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle. Moi je trouve qu'il y a eu plusieurs vagues en termes de hype et d'opportunités gros business. Il y a eu les cryptos, il y a eu le dropshipping, il y a eu les NFT et là maintenant il y a l'IA. La grosse différence qu'il y a avec les précédents business, c'est que la barrière à l'entrée s'écroule actuellement. Avant il fallait un petit fonds de départ, il fallait des connaissances techniques en marketing, etc. Aujourd'hui il n'y a plus vraiment besoin de ça. Maintenant avec 20 € par mois, tu peux expliquer ta situation en détail à ChatGPT, lui te demander une solution, il va te sortir une solution sur mesure. Ça, c'est la promesse de l'IA dans les prochaines années. C'est des solutions sur mesure à grande échelle, à tous les problèmes et à très grande échelle. C'est fou de se dire ça. Et de nouveau, marquez bien mes mots, mesdames et messieurs, nous vivons la fin de la standardisation. Voilà, je pose ça encore une fois. Petite analyse que j'ai fait. Voilà, vous la gardez dans une petite poche, je sais pas, mais moi, je vous le dis, on vit la fin de la standardisation. Et attendez. Et attendez, on aura sans doute l'occasion d'en parler, parce que là je suis en train de lire ce livre en ce moment, parce qu'en fait, poussé par ces réflexions que j'avais, ou fin de la standardisation, etc., j'ai voulu pousser un peu plus le sujet. Du coup, j'ai acheté ce livre, Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence. C'est un peu le livre fondateur de l'intelligence artificielle moderne, on va dire. Donc du coup, je vais lire ça, et ça va peut-être approfondir mes pensées, ça va peut-être ramener un truc, mais en tout cas, j'ai dû lire une 40aine de pages, je suis déjà fan, j'adore vraiment l'intelligence artificielle, c'est un de mes domaines préférés. Et du coup, je trouverais ça super bête en fait de pas utiliser ce levier tout simplement dans mon business et au quotidien en fait tout simplement. Et ça fait une super transition. Putain, c'est fou. On dirait que j'ai tout préparé et tout, etc. Bref, ça fait une super transition du coup. Je vous ai dit que j'allais parler de mes lectures. Donc cet été, j'ai lu un nouveau livre. Ce nouveau livre, c'est Thermodynamique de l'évolution de François Rodier. Alors ce livre, je l'adore vraiment pour le coup. Je l'ai commandé suite à une vidéo de Julien Rochdy. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu
un influenceur de droite en France, assez connu. En fait, il a pris comme référence ce livre, du coup, pour expliquer pourquoi les Blancs et l'Occident, de manière générale, avaient contrôlé et dominé le monde de manière générale depuis des années et des années. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous avoue, quand je l'ai acheté, je m'attendais à avoir un livre d'un suprémaciste blanc ou d'un nationaliste blanc. Et en fait, pas du tout. C'est même un mec de gauche. En fait, pourquoi c'est un mec de gauche? Parce qu'en fait, c'est un universitaire slash scientifique. Et du coup, vous allez me dire comment tu sais que François Roger, l'auteur de ce livre, est un mec de gauche. En fait, c'est un universitaire français. Et jusqu'à preuve du contraire, je connais pas beaucoup d'universitaires de droite en France. J'en connais. Il y a plus d'universitaires de. Enfin, je veux dire, l'université en France est beaucoup plus de gauche que de droite. Donc ça me donne un bon indice, tout simplement, si c'est un mec de droite ou de gauche. Et d'ailleurs, dans son livre, voilà, clairement, c'est un mec qui fait des références à des penseurs de gauche, etc. Donc franchement, c'est un mec super intéressant. Moi, je suis pas de gauche ni de droite, je me cherche encore un peu d'un point de vue idéologie. Bon, je vais être honnête, c'est un livre qui m'a mis une grosse gifle, vraiment pour le coup. Ça a changé vraiment beaucoup de choses sur ma vision de voir les choses, etc. François Rodier, il faut savoir que c'est un physicien. Et il part du constat que notre univers fonctionne en fonction de certaines règles, donc des règles partielles, parce que c'est assez simple, il n'y a pas eu encore de lien entre la physique des particules et la gravitation, donc ce qu'on appelle la théorie du tout. Pour moi, c'est Dieu qui a la théorie du tout, mais l'univers, en fait, il est régi par des lois physiques. Notre Terre est régie par des lois physiques, et du coup, techniquement parlant, nous aussi, on est régi par des lois physiques. Il dit que la loi de la thermodynamique, c'est une des lois qui pourrait expliquer le mieux l'évolution humaine, ou tout simplement l'évolution tout court. Et c'est super intéressant parce qu'il essaie de trouver une raison physique à l'origine de la vie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai mis du coup un résumé de mon livre en description, donc n'hésitez pas à aller le lire si vous voulez. Mais pour la faire simple, je peux vous résumer ça en une phrase. Si tu utilises ton énergie efficacement dans ton environnement, tu as un avantage monstrueux sur les autres. Et du coup, ça te permettra de t'adapter mieux, et donc d'évoluer mieux, et donc d'être plus fort, etc. Enfin bref, d'être mieux adapté à ton environnement. Et vous allez me dire, ouais, c'est logique, ta gueule, tu vois. Ben, en fait, pas tant que ça, en fait. Parce que là, enfin, on a une preuve scientifique que c'est le cas. Et du coup, c'est un livre que j'adore, en fait. En fait, il a réussi à faire un pont incroyable entre science et philosophie, et rendre ça super accessible sur un sujet qui est la thermodynamique, quoi. C'est putain de choix, en fait, la thermodynamique. Enfin, on se rend pas compte, genre, il y a des mecs qui se cassent la tête dessus depuis des années, et des mecs super intelligents, tu vois. Franchement, on se rend vraiment pas compte. Mais c'est un livre qui est hyper ambitieux. Et moi, franchement, je vous le conseille. C'est un livre que je vous conseille de lire vraiment pour le coup. Et il décrit ça lui-même comme un essai de thermobiosociologie. Alors pourquoi thermobiosociologie? Thermodynamique pour thermo, biologie pour l'évolution humaine, et sociologie parce qu'il s'est rendu compte qu'aussi qu'il y a des phénomènes énergétique, parce qu'en fait la thermodynamique c'est l'étude de l'énergie en dissipation, de l'énergie en mouvement, et du coup il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mouvements sociaux qui étaient reliés à cette loi de la thermodynamique. Enfin bref, il essaie de faire un truc qui est assez transversal. Vraiment, je vous le conseille, lisez-le, c'est un super bon livre. Et franchement, en vrai de vrai, ça fait du bien de lire un livre comme ça, parce que tout simplement, moi ça me rassure. Moi je suis assez angoissé en fait de lancer ces défis, etc. C'est pas un truc qui est assez facile en fait à gérer au quotidien. Je me plains pas, hein. Franchement je suis béni, surtout après ce que j'ai vécu là dans les derniers jours. Franchement, je vais pas me plaindre, je vais être bien dans ma vie, quoi. Et on l'a vu, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on l'a vu dans la dernière vidéo, mon gros problème actuellement, c'est le focus et les influences extérieures qui cassent mon focus. Et là, j'ai un deuxième problème, c'est choisir le bon chemin. Car je me dis que si je pars pour 1 an minimum pour monter un business, etc., autant que ce soit un business dans lequel je peux avoir mes chances de réussir. Quand je vois que 90%, voire plus, des entrepreneurs qui se lancent se ratent, ça me fait un peu peur, et je me dis, allez, il faut que tu crées le truc le plus parfait possible pour toi, pour que tu puisses réussir. Mon objectif dans les prochaines semaines, en vrai, et vous l'avez vu, c'est de mettre en place en fait le meilleur setup possible pour pouvoir réussir à atteindre ces 2000 € par mois dans 90 jours. Je vais être dans un jeu où si je perds, c'est de ma faute. Je vais être dans un jeu où la compétition est juste. En gros, tout simplement. Et en fait, c'est pour ça que j'aime pas aller dans un casino. Déjà, c'est interdit en islam, les jeux d'argent. C'est la première chose qui fait que je rentre pas dans un casino. Et surtout que l'espérance des jeux dans les casinos est nulle. Ça veut dire qu'elle est pas de zéro. Ça, c'est la vie à la limite. Tu joues à l'infini, il y a un moment, voilà, tu meurs, ça c'est zéro, ça s'appelle la vie. Mais là, l'expérience est nulle. Ça veut dire elle est moins quelque chose. Ce qui fait que si tu joues à l'infini, tu perds forcément. C'est-à-dire, c'est pas que tu arrives à zéro, tu perds. C'est-à-dire, tu donnes encore de l'argent au casino. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit souvent, le casino gagne toujours. Et dans ce genre de situation, ça me met hors de moi, j'ai envie de brûler tout en fait, ça m'énerve. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que je peux comprendre qu'un business ou une personne gagne plus d'argent que moi parce qu'elle a des leviers qu'elle a alimentés, qu'elle a créés pour être meilleure que moi. Ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de dire qu'on doit lisser tout et les inégalités sont interdites, tu vois. Je suis pas en train de dire ça. Mais je peux pas accepter qu'un gars gagne plus que moi parce qu'il est dans un marché où tout est construit pour qu'il puisse gagner et pas moi. À la limite, je m'en fous. Et c'est ok que ce marché existe, hein. Je suis pas en train de dire, si ce mec-là réussit dans son marché, c'est cool. Mais moi, je veux pas participer à ce marché. Je veux pas participer à cette compétition où tout a été construit pour que je perde. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'optimiser mes chances dès le début en me créant en fait ce qu'on appelle un océan bleu. En fait, un océan bleu, c'est un marché où en fait, par définition, je suis en haut de l'échelle alimentaire, si je dois vous donner une analogie. Et malheureusement, le capitalisme nous pousse à faire ça. Mais actuellement, voilà, il n'y a pas mieux comme modèle, malheureusement. Donc, on est obligé de faire avec. Et cet océan bleu, je vais naviguer sur mon bateau sur mesure, avec un moteur surpuissant et un carburant surperformant pour aller rejoindre mon île paradisiaque. Bref, vous l'aurez compris,
mon analogie du désert et de l'oasis, elle marche aussi si t'es un fan de paix. Et ensuite, c'est tout con, j'aurais juste à me donner à fond et laisser le reste dans les mains de Dieu. Donc en conclusion, la semaine prochaine, je vais me concentrer sur le fait de créer une offre qui va être irrésistible. Et ça, je l'espère, réduira mes angoisses, car la tristesse et l'anxiété ne viennent pas de ta situation actuelle, mais du manque d'opportunités que tu as. Alors réfléchis, analyse et teste. Parce que, Inch'Allah, il y a une lumière au bout du tunnel. Prends soin de toi.